Mobilise le monde sur les valeurs humaines et intellectuelles que regorgent les personnes vulnérables. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur le grand thème « Une place pour chacun, un avenir pour tous ». Alors nous devons savoir, lorsqu'on parle d'une place pour chacun, nous aurons à expliquer cela. Lorsqu'on parle également d'un avenir pour tous, on aura également expliqué cela. Nous allons parler aussi de la protection de l'éducation. Nous aurons à parler aussi sur les conséquences de ne pas protéger l'éducation et quelques conséquences de ne pas donner une place à chacun. Mais nous devons savoir que le monde dans lequel nous vivons est marqué par des inégalités, des exclusions, des rejets et des injustices. Mais pourtant, chaque être humain a de la valeur et mérite respect et d'être reconnu. L'éducation joue un rôle essentiel pour bâtir une société où chacun trouve sa place et où l'avenir est partagé par tous. Alors, lorsqu'on parle d'une place pour chacun, premièrement, on fait allusion au respect. Une personne qui ne te respecte pas ne peut pas te donner aussi une place. Je pense que là, on est d'accord sur ce point. Une personne aussi qui ne te respecte pas ne peut aussi jamais te reconnaître. Alors, sur ces rapidement, je vais passer aux explications de ces expressions. Premièrement, on aura à expliquer une place pour chacun. Lorsqu'on parle d'une place pour chacun, qu'est-ce que cela voudrait expliquer? Cette expression stipule que chaque être humain, sans distinction, doit être accepté, respecté et intégré dans la société, en particulier dans les systèmes éducatifs. On dit quoi? Aucun enfant, prenons par exemple l'aspect éducatif, aucun élève devrait être rejeté dans une école à cause peut-être de sa situation, de son état. Mais en RDC, il y a des écoles qui refusent d'intégrer, qui refusent d'inscrire les élèves en situation de handicap. Or ici, on dit quoi? Une place pour chacun, c'est l'effet d'accueillir tout le monde, sans distinction. Alors, on dit quoi? Avoir une place, c'est exister. Qui n'existe pas n'a pas de la place. Mais tant qu'on existe, nous méritons une place. Là, j'espère que sur ce point, nous sommes d'accord. Lorsqu'on existe, lorsqu'on est vivant, nous devons aussi avoir de la place. Où? Dans ces pays, dans cette société. Notre pays est une grande société. Et dans ce pays, nous devons aussi avoir de la place. Nous méritons d'être aussi employés. Mais tandis que dans ces pays, il y a beaucoup de handicapés qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas employés. Juste pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de place en RDC. Mais ils ont des talents. Ils ont des capacités intellectuelles. Mais ces capacités sont rejetées. Ces capacités ne sont pas prises en compte. On dit quoi? Avoir une place, c'est exister, c'est être reconnu. Et on dit, avoir une place, c'est avoir aussi la possibilité de se développer. C'est-à-dire, lorsqu'on refuse, lorsqu'on ne veut pas donner une place à chacun, donc ça veut dire qu'on refuse aussi à ce que la personne soit développée. On fait allusion à ça. Raison pour laquelle on dit, chaque enfant que l'on éduque est un homme que l'on gagne. Qu'est-ce que cela voudrait expliquer? Cette citation montre que donner une place à chacun, c'est-à-dire par l'éducation, c'est investir dans l'humanité et dans l'avenir. Donner une place à chacun, c'est investir dans l'humanité et dans l'avenir. Comment peut-on donner une place à chacun? Tout en protégeant premièrement l'éducation. Alors, dites-moi par exemple, lorsque dans une école, on dit que non, cet enfant ne peut jamais étudier dans cette école parce qu'il est aveugle. Dites-moi, c'est pour devenir qui au futur?
Et pourtant on dit, un enfant sans éducation est un avenir à danger. Dites-moi, lorsqu'on refuse d'inscrire un élève peut-être dans une école parce qu'il est en situation de handicap, c'est pour devenir qui au futur? Raison pour laquelle nous voyons, il y a ceux-là qui mendient dans des rues, il y a ceux-là qui se retrouvent peut-être dans des situations compliquées. Peut-être il y a des écoles qui les ont rejetées à cause de leur état. Lorsqu'on parle d'un avenir pour tous, on fait allusion à un futur où personne n'est exclu, où chacun peut espérer une vie meilleure grâce à quoi? Grâce à l'éducation. Donc, ça veut dire quoi? Pour avoir aussi un avenir meilleur, il faudra être aussi éduqué. Alors pour éduquer, il faudra que cette éducation soit aussi protégée. Qui sont censés à protéger cette éducation? Premièrement, c'est nous-mêmes. Les élèves, vous êtes censés à protéger votre éducation tout en étant conscient de ce que vous faites. Les parents, vous êtes aussi censés à protéger l'éducation de vos élèves. Les autorités politiques, vous avez aussi le rôle de protéger aussi l'éducation des enfants. Comment? Tout en mettant les lois qui punissent tout acte discriminatoire, qui punissent les discriminations en fait. Genre les écoles qui refusent d'intégrer, qui refusent d'inscrire les élèves à cause peut-être de leur état, pour devenir qui au futur. Lorsque tous les enfants ont accès à une éducation de qualité, la société devient plus équilibrée. Ce sont vraiment là les avantages de l'éducation. Lorsque tous les enfants sont bien éduqués, et vous verrez que non, la société sera vraiment équilibrée, très équilibrée. Mais lorsque les enfants n'ont pas d'éducation, lorsque les enfants n'ont pas d'éducation de qualité, il y aura une société instable. Il y aura une société, je ne sais pas comment dirais-je. C'est ça, une place pour chacun, un avenir pour tous. Apprenons à donner de la place à chacun pour espérer un meilleur futur. Alors, c'est quoi l'importance de cette thématique? Le fait de donner une place à chacun et le fait de faire quoi? On dit une place pour chacun, un avenir pour tous. Cette thématique a vraiment une grande importance. Premièrement, une place pour chacun et protéger l'éducation permet, premièrement, de réduire les inégalités. Lorsque tout le monde a de la place, il n'y a pas aussi des inégalités. Lorsque chacun a une place, les inégalités sont réduites. Mais tandis que lorsqu'il y a, par exemple, il y a des valides qui ont des places, mais il y a des handicapés qui n'ont pas de place, là, il y aura toujours des inégalités. J'espère que sur ce point, nous sommes d'accord. Et puis, l'importance de la thématique, c'est faire la promotion de la paix. Parce que lorsque tout le monde a la place, je ne crois pas qu'il y aura des discussions. Je ne crois pas qu'il y aura des conflits. Il y aura la paix. Pourquoi? Parce que chacun a sa place. Il y aura la paix. Mais, au contraire, si il y a d'autres catégories qui ne sont pas respectées, il y a d'autres qui sont respectées, il n'y aura pas de paix. Il y aura toujours révolte, il y aura toujours conflit. Et puis l'important, c'est quoi encore? Former des citoyens responsables. Et puis construire une société stable, durable. C'est ça vraiment l'importance de cette thématique. Protéger en fait l'éducation, on dit quoi? C'est la clé du développement humain. Lorsqu'on protège l'éducation, lorsqu'on est éduqué, nous pouvons aussi espérer une vie meilleure. Nous pouvons aussi espérer à un développement social, à un développement professionnel. Alors, pourquoi devons-nous donner une place à chacun? Pourquoi? Nous devons savoir que nous devons donner une place à chacun. Premièrement, pourquoi? Parce que chaque être humain a des droits et nous devons savoir que l'exclusion crée l'injustice. Raison pour laquelle nous devons donner une place à chacun.
Lorsqu'on dit donner de la place à chacun, c'est reconnaître que chaque être humain a aussi ses droits. Nous devons aussi reconnaître et savoir aussi que non, l'exclusion crée l'injustice. C'est ce que nous devons aussi savoir. L'exclusion également crée la souffrance. Lorsqu'une personne est excluse, il a tendance aussi à souffrir. Lorsqu'il réfléchit trop, il peut aussi avoir des maladies. Alors ces maladies constituent ce qu'on appelle souffrance. Nous devons aussi retenir que une société ne progresse que lorsque tous ses membres avancent ensemble. Aucune société ne peut progresser quand les autres souffrent. Raison pour laquelle vous allez remarquer que dans notre pays, il n'y a pas de progrès. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui souffrent. Mais il y a des gens qui ne tiennent même pas compte de ces souffrances. Notre pays ne va pas avancer aussi longtemps qu'il y a d'autres catégories de gens qui souffrent. Vous verrez une personne gaspiller peut-être 1 million pour des futilités, mais tandis qu'il y a une personne qui cherche des fiches de 1000 francs. Là, notre pays ne pourra jamais développer. Pour conclure, nous devons savoir aussi qu'il y a des conséquences. Lorsqu'on ne donne pas la place et lorsqu'on ne protège pas aussi l'éducation, il y a des conséquences très fâcheuses qui peuvent arriver. Lorsque l'on exclut et l'on néglige l'éducation, premièrement, nous devons savoir que l'ignorance augmente. C'est d'abord ça le but principal de cette conférence. Faire en sorte que les jeunes ne soient plus ignorants. Lorsqu'on ne protège pas l'éducation, lorsqu'on n'est pas éduqué, premièrement, nous devons savoir que nous serons toujours dans l'ignorance. Et la violence se développe. Les injustices vont s'aggraver et puis l'avenir des enfants sera compromis. Nous devons savoir aussi que la société deviendra fragile et instable. Quand? Lorsque l'éducation n'est pas protégée. Raison pour laquelle, chers parents, chers élèves, nous avons une responsabilité collective à lutter contre la discrimination, à protéger également l'éducation. Nous devons aussi savoir qu'une place pour chacun, un avenir pour tous n'est pas un simple message, mais c'est plutôt une responsabilité collective. Protéger l'éducation, premièrement, c'est protéger l'être humain, la paix et l'avenir du monde. Donner une place à chacun aujourd'hui, c'est quoi en fait? C'est garantir un avenir meilleur pour tous demain. Chers frères et sœurs, j'ai vraiment été laconique, mais j'ai beaucoup dit. Je ne vais pas vraiment prendre trop de temps ici, car il y a eu beaucoup d'intervenants qui ont essayé de parler pour le développement de notre société. Prenez conscience, soyez altruistes, ressentez aussi la douleur des autres. En tant que structure, j'ai partagé avec vous sur la thématique une place pour chacun, un avenir pour tous. Prenez conscience, j'ai dit, je vous remercie. Du mot de président provincial du Conseil de la jeunesse. Après ça, il y aura la première intervention par Madame Béatrice Casalimboui, présidente d'intervention de l'ASBEL Yantima. Et puis, ça sera suivi de la troisième filles. Ils ne sont pas encore présents ici avec nous. Et nous allons continuer comme ça avec les interventions. La journée mondiale des droits, la journée mondiale de la protection de l'éducation. 31 janvier 2026, dans la salle Perpétue, située dans la commune de Lingwala, pour réfléchir ensemble à une question fondamentale qui touche notre société humaine, sans distinction aucune. Au nom de la structure lutte contre la discrimination,
permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude à l'ensemble des structures et organisations partenaires qui ont pris part à cette conférence, notamment le Conseil provincial de la jeunesse, l'ASBL Voir avec le cœur, l'ASBL Tamé mon navire en sigle, la structure Allons-y les filles, l'ONG Lumière des vulnérables, l'ONG Casemia, l'ONG Voir encore, ainsi que toutes les autres organisations engagées dans la promotion des droits et égalité, dans la justice sociale et l'inclusion. Nous saluons encore avec tout respect la présence de messieurs Joly et de messieurs Ouillon, ainsi que de toutes les personnalités, personnes ressources et acteurs de terrain dont l'engagement contribue, chacun à son niveau, à la construction d'une société plus juste, plus équitable, plus solidaire. Cette conférence s'adresse particulièrement aux jeunes élèves, étudiants, mais aussi au grand public, car la lutte contre la discrimination n'est pas l'affaire d'un groupe ou d'une structure isolée. Elle est une responsabilité collective qui interpelle toute la société et engage notre avenir commun. À travers les échanges, les interventions et les débats qui suivront, nous espérons susciter des réflexions profondes, encourager des prises de conscience et surtout ouvrir la voie à des actions concrètes en faveur d'un monde juste et d'une place pour tous dans la société. Nous vous invitons donc à participer activement, à écouter avec attention, à poser des questions et à participer avec vos points de vue. Convaincus que le dialogue, l'écoute et l'engagement citoyen sont les piliers de toute transformation durable. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir pris part à cette conférence. Que cette conférence soit riche en enseignements, porteuse d'espoir et génératrice d'impact. Je vous remercie de votre attention bienveillante. Je dis et je vous remercie. 31 janvier 2026, dans une conférence dédiée tout d'abord à la Journée internationale de la promotion de l'éducation qui a été célébrée 7 jours plus tôt, mais aussi d'ailleurs l'objectif principal d'assurer une égalité pour tous, car notre conférence a comme thème une place pour chacun, un avenir pour tous. Nous sommes réunis ici pour lancer un rouleau compresseur, donc nous engager dans une guerre contre toute forme de discrimination. Et ce rouleau compresseur ne s'arrêtera pas pour bivouaquer. Nous allons nous battre jusqu'à la fin, et voilà, nous sommes aujourd'hui avec vous. Comme l'a dit mon cher prédécesseur, n'hésitez pas à poser des questions, vous serez répondu. Ainsi je dis et je vous remercie. L'organisation lutte contre la discrimination. À vous tous, recevez mes chaleureuses salutations. De nom, je suis Pascal Tambouka. Je suis le président du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu. Et je représente donc le président du
Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo, M. Claude Bou, qui m'a chargé de vous passer, de vous transmettre ces salutations. En ce moment, je suis honoré de prendre part à cette cérémonie. C'est une journée spéciale par rapport également à la lutte contre la discrimination. J'apprécie beaucoup et je ne saurais pas vraiment être trop prolixe. Je vais parler juste en quelques mots de notre parcours et de ce que nous faisons toujours dans ce même combat. Alors, je suis tout d'abord, comme vous pouvez déjà l'observer, non-voyant. Je suis diplômé, détenteur d'un diplôme de licence en relations internationales de l'université officielle de Bukavu. La ville de Bukavu, qui est le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Au-delà de ça, je suis, donc c'est après l'université que j'ai occupé le poste du président du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu. Pour vous parler un tout petit peu de mon parcours, c'est en 2013 que j'ai terminé mes études primaires, toujours à Bukavu, au centre Erikwetu, école primaire Erikwetu, et là je suis à Bukavu. C'est après avoir contracté la cataracte qui m'a conduit à la cécité. J'étais obligé de commencer à étudier avec l'écriture braille à l'école primaire. J'ai évolué comme ça dans tout mon parcours, tout au long de mon parcours secondaire. J'ai terminé, j'ai obtenu mon diplôme d'État à Goma, au complexe scolaire Moulesi, secondaire, nous sommes à Goma au Nord Kivu. Et j'ai commencé mes études universitaires à l'université officielle de Bukavu. Pour parler de ça, c'est vous montrer que le monde dans lequel nous sommes, devons d'abord savoir que nous sommes là pour arriver à nous faire connaître, à faire valoir ce que nous pouvons et ce que nous sommes en mesure de faire. Certes, tout ne peut pas nous être donné à l'assiette, mais nous devons faire de notre mieux pour nous démarquer. À l'université, j'ai été porte-parole des étudiants de l'université officielle de Bukavu et plusieurs fois j'ai servi les étudiants à différents niveaux. Au niveau de la faculté, au niveau également du collège des étudiants, avant d'être finalement porte-parole des étudiants de toute l'université. Si je parle de ça, c'est tout simplement montrer que je suis toujours convaincu que ce que nous avons, en tout cas, ce que nous pouvons faire, nous sommes en mesure de faire, nous devons d'abord croire en nous-mêmes. Et pour lutter contre la discrimination, nous devons d'abord nous affirmer, nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Parce que nous sommes dans un monde où peut-être qui très souvent, ce sont les intérêts qui conduisent les actions de plusieurs. Et en un plein temps, lorsqu'on se reconnaît, on accepte ses limites, on ne peut plus être perturbé par un vent quelconque. Et quand je m'engage dans n'importe quelle lutte, et au niveau scolaire également, je me suis toujours dit, par exemple, là où on peut m'avoir, là on peut peut-être croire que c'est ça mon talent d'Achille, c'est de voir que je suis non-voyant. Alors je dois savoir comment surmonter cela. Et c'est comme ça que partout où j'ai été, par exemple dans différentes luttes, quand je postule par exemple pour être porte-parole, pour être président du Conseil provincial de la jeunesse, j'ai fait face à d'autres, ce ne sont pas des postes nominatifs, mais c'est carrément les élections, donc c'est une grande lutte. Et là, je connais déjà là où on peut croire que c'est ça ma faiblesse, mais moi je m'affirme et je montre que c'est plutôt ça ma force. Je crois en moi-même et je continue à combattre. Je ne vais pas laisser de sorte qu'on puisse s'apitoyer en moi, mais je dois plutôt combattre pour qu'on accepte, qu'on puisse reconnaître mes mérites. Alors c'est comme ça que
Je suis également présentateur des émissions radio à Bukavu, comme l'émission Univers des valeurs, qui défend les droits des personnes vulnérables. Et dans la société, nous avons reçu plusieurs personnes en situation de handicap, la plupart qui montrent d'ailleurs que dans la société, dans leur communauté, on ne les accepte pas tels quels. Et moi je me dis que c'est un grand défi que nous devons quand même arriver à surmonter. Et cela va arriver bien sûr avec notre courage, mais également les personnes autour de nous qui croient effectivement en nous. Je suis en train de finir en vous disant que j'apprécie déjà les différentes luttes qui se font avec l'organisation contre la discrimination, parce que nous devons également prôner le mérite, la méritocratie, parce que nous sommes en mesure de faire beaucoup de choses, mais ce qui nous affaiblit très souvent, c'est ce manque de confiance en nous que nous devons surmonter, nous devons savoir surmonter pour avancer et faire quand même réaliser des exploits. Je vous remercie de l'attention que vous avez accordée à ma personne. Et pour le moment, je suis à Kinshasa. C'est après l'instabilité sécuritaire dans notre province. Nous espérons à tout moment y rentrer et nous serons encore très contents de vous recevoir à la province du Sud Kivu pour transmettre les mêmes valeurs, mais également à la jeunesse de notre province. Je me suis fait accompagner par mon conseiller juridique au Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu et qui fut d'ailleurs mon collègue, également porte-parole quand nous étions encore étudiants. Merci beaucoup. Je vous remercie. La structure évolue. Nous allons maintenant l'écouter, le vice-président de la structure. Il va faire donc les briefings de cette structure. Cette structure précitée donc lutte contre la discrimination, mais en tout cas nous devons aussi parler là-dessus. Cette structure a été créée le 27 mars 2025. Nous sommes assis et nous avons dit qu'il fallait que quelque chose soit né, une structure, une organisation ou quelque chose comme ça, mais dans un but principal de lutter contre la discrimination et toutes ses formes. Comment lutter contre la discrimination et toutes ses formes? C'est de mettre en lumière ou mettre à nu toutes les capacités intellectuelles et facultés mentales que regorgent les personnes handicapées que nous sommes. Certes, dans cette structure ou dans la lutte contre la discrimination, permettez-moi l'erreur, il doit y avoir des personnes valides que vous êtes. Mais c'est nous qui sommes discriminés et parfois par certaines personnes valides. Alors les premières personnes qui doivent commencer cette lutte sont nous les personnes non-voyantes et voilà que nous avons commencé et nous remercions beaucoup votre accompagnement pour vous qui le faites déjà et nous serons très heureux de recevoir les accompagnements des autres. Donc voilà en 10 points la biographie de la structure, si je peux dire ainsi. Je dis et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Alors moi, je bénis d'abord mon Dieu qui m'a donné la force et qui a disposé ces moments pour que nous puissions nous retrouver ici. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et je dis encore merci aux organisateurs parce qu'ils placent une certaine confiance en ma modeste personne. Évidemment pour beaucoup de bienfaits peut-être, et parce que je connais mieux aussi la personne vivant avec handicap. Parce que c'est depuis 1986 que j'ai été engagé comme professeur à l'Institut national pour aveugles. À l'époque, c'était IMA. J'ai évolué maintenant 40 ans et que je vis avec les non-voyants. Donc, c'est une catégorie de personnes que je connais pertinemment. Nous œuvrons vraiment ensemble 40 ans. Quand vous donnez naissance à un enfant qui a 40 ans, il n'est plus enfant, mais c'est un responsable, une très grande personne.
Le sujet qui m'a été donné pour développer, c'est l'union fait la force. Et ce n'était pas par hasard. Quand nous parlons de l'union fait la force, c'est quelque chose de très important et nous devons nécessairement prêter une oreille attentive pour que nous puissions comprendre ce que cela signifie. Nous aurons peut-être le privilège de donner une petite définition toute brève pour que nous puissions comprendre ce que c'est l'union, ce que c'est la force. Et laissez-moi vous dire que l'union fait la force, ça c'est la devise du royaume de Belgique. Ce sont eux qui ont voulu nécessairement adopter cette devise pour dire que l'union fait la force. Qu'est-ce que d'abord l'union? L'union, en fait, c'est un regroupement des individus poursuivant les mêmes buts ou les mêmes objectifs afin de trouver des solutions escomptées pour un problème quelconque. Et quand nous parlons de la force c'est un concept nécessairement qui consiste à mettre ensemble les énergies afin de résoudre les problèmes escomptés ou les problèmes concertés. Ici, quand nous parlons de la force, ici, un exemple terre à terre, lorsque on est en face d'une masse de 500 kg et on demande à une seule personne de se lever, il ne saura pas. Il faut qu'il y ait l'apport d'autres personnes pour venir soutenir et soulever. C'est pour vous dire simplement que lorsqu'on est ensemble, ça vaut mieux qu'une seule personne. Donc, vous voyez que l'union est un concept très important que nous devons nécessairement garder. Et tout au long de notre existence, nous devons chercher à être toujours ensemble. Car c'est en union que beaucoup de problèmes trouvent des solutions. Messieurs et mesdames les invités, laissez-moi vous dire que la vie est bel et bien meilleure lorsqu'on se trouve ensemble. Quand vous êtes seul, il y a beaucoup de choses qui vont vous dépasser et vous ne serez pas en mesure de les résoudre. Mais quand il y a l'apport de tous, ça sera très bien. Nous prenons l'exemple de notre Créateur, Dieu le Père. Pour créer l'homme, il avait tous les moyens possibles pour créer l'homme, mais il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Cela nous interpelle pour dire que même Dieu a besoin que les gens ou les hommes ou les femmes se mettent autour d'une table pour que certains problèmes puissent trouver des solutions escomptées. C'est ainsi, bien-aimés, que nous voyons dans la vie que ce soit la force militaire, vous avez la force politique, la force spirituelle exige toujours que les gens se mettent ensemble. Par exemple, de la force militaire, nous avons compris que les Occidentaux ont créé l'OTAN. L'OTAN, c'est ici pour l'intervention de tous les pays membres de l'OTAN, en ce sens que lorsqu'un pays de l'OTAN est attaqué par n'importe quel pays, tous les pays qui forment l'OTAN doivent intervenir pour sauver le meuble de ce pays qui est agressé. C'est ainsi, ils se sont décidés de former l'OTAN. Quand nous voyons aussi dans le monde politique, que ce soit en Afrique ou dans le monde, il y a des organisations qui se font pour que les gens puissent être autour d'une table et s'assister afin de résoudre certains problèmes. Que ce soit l'ONU. L'ONU, peut-être après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu nécessairement que les gens réfléchissent sur ces points-là, qu'on mette certaines structures pour aider un peu le monde qui était dévasté, qui était vraiment mis à nu, mis en poussière. Il a fallu que l'ONU prenne les choses en main pour reconstituer un peu certains pays.
Alors nous voyons que même à notre niveau, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons tout faire pour que nous puissions nous mettre toujours ensemble. La force politique, vous savez, naturellement, les politiciens réussissent mieux lorsqu'ils sont ensemble. Prenons un exemple terre à terre. Nous avons connu dans notre pays le président de la République. Par amour et par force, il a fallu que cette idée lui vienne en tête pour que sa politique soit bien soutenue en formant l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée, il a fait appel à beaucoup de gens. Ceux qui ont adhéré sont venus le soutenir. Et voyez le pays comment il est en train de marcher. Même nous aussi, nous devons nécessairement dire, au niveau spirituel, la force d'ensemble vaut mieux qu'une force individuelle. Dans l'union, nous avons pratiquement toutes les solutions qui peuvent nécessairement être trouvées. Dans la force spirituelle, nous voyons la création des églises. Nous voyons pour le moment, il y a un mouvement de l'écuménisme qui est en train de se faire pour que le chrétien puisse aussi se souder et trouver des solutions escomptées dans le domaine spirituel. Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous donner encore un exemple terre à terre. Cet exemple peut-être peut susciter en nous une certaine révolution. Vous savez, Dieu a créé l'homme. Mais quand nous voyons l'homme, l'homme est constitué de beaucoup de parties. Vous avez naturellement, vous avez la main, vous avez la tête, vous avez les yeux, vous avez les dents, vous avez le jambe, etc. Mais toutes ces différentes parties qui constituent l'homme ne peuvent jamais se dire un jour que non, moi la main, je vaux mieux que tout le monde, que toutes les différentes parties. Sans moi, la personne ne peut pas être nourrie parce que c'est moi qui viens avec ma main pour nourrir la personne. Les gens me diront, mais moi je me déplace pour aller chercher de quoi manger. Les bras diront, non, mais moi je prépare avant que je vous donne de quoi manger. Et la bouche, si je n'ouvre pas la bouche, vous n'allez pas manger. Vous n'allez pas introduire les aliments dans ma bouche pour que le ventre puisse aussi faire son travail. Saisissons cette opportunité pour comprendre que chaque partie du corps joue un rôle très important. Ceci pour que nous puissions avoir cette image de l'homme formé par Dieu, que nous avons besoin, que nous puissions nous soutenir. Lorsque nous sommes dans une union, lorsque nous sommes dans un regroupement, nous sommes très forts. C'est ainsi, je vous prie, bien-aimés, de penser à l'unité. C'est vrai, j'ai entendu parler ici de la personne vivant avec handicap visuel. Mais je voudrais mieux. Nous avons connu un professeur, disons, d'abord il était professeur, après professeur, il était préfet. Je vous dis que le préfet là, de reste mémoire, vraiment que son âme repose en paix, c'est un monsieur qui a fait bouger le rang beaucoup de préfets. Et à tout moment qu'ils étaient appelés à la réunion, il prenait la parole et c'est tous les préfets qui le suivaient avec une attention soutenue. Mais qui est cet homme exactement? Et vous savez, pour votre mémoire, là où a été, tout en étant aveugle, a été à la base des sociétés, à l'intérêt des aveugles et de beaucoup de personnes vivant avec handicap qu'on pouvait éventuellement avoir dans le gouvernement, un département qui devrait s'occuper des aveugles. Et la personne qui était mandaté, c'était lui, là-haut. Parce que tout le monde le connaissait déjà. À cause de sa parole, à cause de son franc-parler, et il n'avait peur de rien, peur de personne. Mais il parlait pour dénoncer même les injustices. Et qu'est-ce qui est arrivé?
au moment où on avait besoin de lui, mais l'Éternel l'avait appelé dans son royaume. Et aujourd'hui, personne ne peut se dire que nous sommes marginalisés. Non, nous devons nécessairement refuser cette marginalisation. Il faut refuser. Nous ne pouvons pas accepter d'être marginalisés. Non, nous devons nécessairement parler haut, donner nos points de vue pour que nous puissions être aussi écoutés et que tout ce que nous aurons à faire, que nous soyons soutenus. Bien-aimés, rassurez-vous que la parole que nous aurons adressée à qui que ce soit sera écoutée. Les personnes vivant avec handicap ont de tous les atouts. Ils ont tout absolument. Ils ont la connaissance, ils ont tout ce qu'il faut. Je venais d'entendre à ma droite ici un non-voyant, un aveugle, mais qui a étudié. Et pour le moment, c'est un grand responsable. Mon frère, je vous encourage de ne pas fermer la bouche, mais de parler haut. Partout où vous trouverez, parler. Je sais qu'un jour, je ne suis pas prophète, mais je suis en train de prophétiser qu'un jour, tu seras reconnu et tu auras des responsabilités afin de cheminer convenablement avec cette idée que tu as eu déjà dans ta mémoire. Oh, chers frères et sœurs, je vous convie à faire tout pour que vous soyez unis. Ici, nous ne voyons pas que des aveugles. Oui, nous commençons avec des aveugles, mais dans l'avenir, parce qu'il y a non seulement des aveugles, il y a des moteurs, il y a des disons pas des malvoyants, il y a des moteurs, il y a des sourds-muets. Dans l'avenir, nous ferons par tous les moyens pour que ces groupes puissent s'étendre et que nous puissions faire appel aussi à ces gens-là. Ce sont aussi des individus qui vivent avec handicap. Et au moment où nous parlons, nous avons une femme qui s'occupe des personnes vivant avec handicap. C'est déjà quelque chose, une avancée significative. C'est déjà quelque chose. Alors, dans les jours à venir, lorsque nous aurons organisé encore beaucoup de conférences, nous aurons à faire appel à toutes les sensibilités. Pourquoi pas envoyer même des invitations au niveau du gouvernement provincial et national pour qu'ils viennent nous écouter, chers amis. Lorsqu'ils viendront nous écouter, ils vont se dire non, de toute façon, il y a quelque chose qui est en train de germer. Bien que ce soit un moment de retenue, un moment de recherche, mais dans des jours à venir, rassurez-vous que vous serez grands et les gens parleront de vous. Je sais que d'un moment à l'autre, nous serons aller à la retraite. Mais cela ne signifie pas que je vais vous lâcher. Non, je serai toujours avec vous. À tout moment que vous aurez besoin de moi, je viendrai. Chers frères et sœurs, soyez forts, soyez déterminés pour que la voix puisse être entendue. Car vous devez savoir, si vous êtes marginalisé ou vous êtes malmené par un bourreau, mais vous ne voulez pas dénoncer ces bourreaux-là, vous êtes complice. À tout moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout en étant un handicap visuel, physique ou vocal, c'est-à-dire des sourds-muets, vous devez nécessairement tout faire pour dénoncer ce qui ne va pas. Et c'est à ce moment-là qu'ils prendront compte de vous. Il n'y a personne qui viendra parler de vous si cela ne peut pas provenir de vous-même. Vous devez nécessairement commencer, chers frères et sœurs, à parler de vous pour que les gens entendent. Et lorsqu'ils entendront, ils feront tout pour que la voix puisse atteindre même les autorités qui dirigent le pays, et ils vont baisser leur regard
pour vous regarder. Il y a quand même une importance pour que les gens puissent vous suivre. Nous ne pouvons pas nous taire. Pour terminer mon propos, permettez-moi de vous donner un témoignage, si pas un avertissement. Je vous ai dit que je suis le doyen des professeurs de l'INAV, c'est-à-dire le professeur qui enseigne les handicapés visuels. J'ai commencé à enseigner depuis 1986. En enseignant, j'ai appris beaucoup de choses chez les aveugles. J'ai appris beaucoup de choses. Et d'abord, ce qui m'avait beaucoup plus tiqué, c'était quoi? À cette époque-là, il n'y avait pas d'entente entre, par exemple, les aveugles et les sourds-muets. Il y avait toujours une lutte intestine entre eux. Mais au fur et à mesure que cela avançait, les gens amenaient des conseils d'une part et de l'autre, et les gens ont commencé maintenant à comprendre. Et laissez-moi vous dire que nous sommes allés dans une conférence pour qu'il n'y ait plus de discrimination. On veut que tout le monde soit uni. C'est ainsi l'union fait la force. Si vous êtes seul, vous ne saurez pas. Mais lorsque vous formez déjà un groupe, rassurez-vous que vous serez soutenu. Et c'est dans un groupe qu'on peut aller de l'avant. Pour que nous puissions quitter cet état d'être marginalisés, nous devons parler. Et il ne faut pas nécessairement vous taire, vous devez parler. Vous devez parler, chers frères et sœurs, pour que les gens puissent entendre. Là où a parlé, là où a crié, c'est grâce à tout ce qu'il disait. Aujourd'hui, nous avons une représentante au niveau du gouvernement qui s'occupe de personnes vivant avec handicap. Là, on sous-entend des aveugles, des menteurs, des sourds-muets, des albinos, etc. Donc, je souhaiterais que dans des jours à venir, quand vous organisez de telles situations, faites appel à toutes les personnes qui vivent avec handicap. Et laissez-moi encore vous dire que ce qui m'a toujours donné la joie à l'INAV, c'est quoi? Tous ces enfants non-voyants que nous avons enseignés, rassurez-vous que ce sont de géants, ce sont de savants. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants, d'ailleurs, qui travaillent quelquefois mieux que les voyants. Les aveugles, ils travaillent très bien. Mais ce qui est encore, qui fait ma joie, c'est quoi? Tous ces élèves-là qui vont à l'université, ils réussissent toujours. Nous avons beaucoup de licenciés, beaucoup de gradués, mais qui sont de non-voyants. Pour vous dire que vous n'êtes pas le moindre. Vous valez sincèrement, vous valez. Et vous devez nécessairement parler de vous. Commencez à parler de vous-même avant que les autres viennent parler de vous, viennent vous soutenir. Je suis très, très ravi de l'invitation que j'ai toujours eue à participer à de telles conférences. Et je tiens vraiment à remercier les organisateurs. Tenez bon, tenez bon, tenez bon, et le Seigneur va vous aider. Et toutes les bonnes volontés viendront aussi à votre rescousse. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Rapidement, je devais premièrement m'excuser pour mon retard, parce que je devais normalement être là depuis... Je devais normalement être là depuis 10 heures, mais malheureusement, avec la situation routière, ça ne m'a pas permis d'être là bien longtemps. Alors, je m'appelle Rigobert Mandé et je suis le président et initiateur de l'ASP Liatima. L'ASP Liatima, c'est une néostructure qui œuvre dans l'assistance sociale. Nous sommes là, nous œuvrons et nous n'encadrons pas, mais nous soutenons les jeunes, que ce soit jeunes, mamans, veuves, orphelins,
et toute personne vivant avec handicap. Alors, nous ne le faisons pas parce que nous avons beaucoup, mais nous le faisons juste par amour. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, aider quelqu'un que tu aimes, ce n'est pas parce que tu veux lui montrer ce que tu as, ou bien parce que tu en as beaucoup que tu veux aider cette personne, mais c'est juste parce que tu veux aider cette personne, tu veux partager le peu que tu as avec cette personne. Et c'est pourquoi quand le président GFT m'a demandé d'intervenir à cette conférence, je n'ai pas hésité parce que je sais que le peu que je pourrais apporter aujourd'hui pourrait être bénéfique à quelqu'un. Alors, le grand thème, nous le connaissons déjà, une place pour chacun, un avenir pour tous, organisé par la structure Lutte contre la discrimination, que je salue. Et je tenais vraiment à remercier le président ainsi que l'équipe pour cette marque de confiance et pour l'accord de la parole, surtout durant cette conférence. Alors, au-delà de ça, je n'aimerais pas trop m'attarder sur le grand thème ou le thème principal parce que je sais que la structure a déjà eu à parler sur ça. Alors, moi personnellement, je voudrais vous parler sur un sous-thème que j'avais tiré du thème principal. Je voudrais juste partager en quelques lignes très rapidement pour ne pas prendre beaucoup trop de temps. Et je voudrais nous parler sur l'intelligence collective dans l'action. L'intelligence collective dans l'action, c'est cette synergie au fait qui nous permet de pouvoir réfléchir ensemble sur un fait. Nous pouvons être dans une société, nous pouvons être dans une communauté où il y a des problèmes qui s'imposent. Mais il y a une partie où l'homme ne peut plus réfléchir seul. Il est vrai que tu peux avoir des solutions sur certains faits, il est vrai que tu peux avoir des solutions sur certains problèmes, mais lorsque tu te rencontres face à ce problème, tu te dis, vraiment j'ai besoin de l'aide de telle ou telle autre personne. Parce que s'il faut que tu puisses tout établir, tu te fais un plan de ce que tu veux faire, tu constates, tu vois, tu te dis ça c'est mon problème et donc je dois trouver une solution. Je suis sûr que tu ne vas pas le faire seul. Je suis sûr que cette solution ne va pas être trouvée. Ça peut être, tu peux trouver la solution, mais tu ne vas pas matérialiser cette idée. Et donc, nous sommes tous dans l'obligation de pouvoir travailler dans la collectivité. Nous connaissons des gens qui, ils ont vécu beaucoup trop longtemps dans l'empirisme. Ils se disent, bon, je peux faire quelque chose et puis je peux peut-être innover dans telle ou telle autre situation. Et puis, vu ce que nous sommes en train de vivre actuellement, surtout, là je parle en tout cas de notre pays, la RDC, ce que nous sommes en train de vivre, par exemple, je donne un exemple concret, les embouteillages. Quelqu'un vient et s'est dit, voilà, j'ai une solution pour dissoudre, soit pour donner la bonne vie ou la bonne circulation à tout le peuple congolais. Et donc, je vous présente mon plan, je vous présente ma solution pour ces embouteillages qui ne cessent de nous déranger. Alors, lorsque cette personne va venir avec cette idée, il ne va pas matérialiser cette idée à lui seul. Il faudrait qu'il y ait des personnes à ses côtés qui vont l'aider ou le soutenir à pouvoir très bien structurer son idée et pouvoir matérialiser son idée. Dans la communauté, nous avons tous besoin d'avoir les avis de tout un chacun. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois supérieur dans une ou ça. Ils sont dans des futilités, c'est ce que d'ailleurs je dis souvent dans notre association, je dis, il y a des personnes qui vivent dans des futilités, ils préfèrent, surtout les jeunes, ils préfèrent aller dans des boîtes de nuit, ils préfèrent aller dans des ambiances, faire du n'importe quoi, alors qu'il y a des personnes de l'autre côté qui sont en train de souffrir. Il y a des personnes de l'autre côté qui sont en train de se sentir rejetées. Il y a des personnes qui ils ne savent pas, ils se disent pas être l'avenir. Parce que lorsqu'on parle de la jeunesse aujourd'hui en RDC, on définit la jeunesse comme étant l'avenir de notre pays. Mais en réalité, où on pratique, nous ne voyons pas cela. Nous ne voyons pas cela dans le sens où il y a une catégorie des jeunes qui se cartent complètement de la réalité. Et il y a une autre catégorie des jeunes qui ne veut surtout pas s'intéresser à ce qui les concerne. Aujourd'hui, on peut parler de la jeunesse, mais
On peut voir des structures qui luttent pour les droits de la jeunesse. Mais qu'est-ce que la jeunesse en elle-même fait? Ou bien qu'est-ce que la jeunesse apporte réellement au pays? Ou bien au développement de ce pays? Nous ne voyons presque rien. Ça, c'est mon avis personnel. Nous ne voyons presque rien. Il y a des structures qui luttent énormément. Il y a d'autres structures il y a d'autres personnes, pour ne pas dire structures, qui ils sont juste là, ils sont appelés jeunes, et lorsqu'il faut parler des droits de la jeunesse, il y a d'un autre côté ceux qui se battent matin, midi, soir, et il y a d'un autre côté ceux qui sont juste là pour jouir. Et donc, laissez-moi vous dire que la jouissance ne dépend pas de votre capacité. La jouissance ne dépend pas juste de votre manière d'attendre. La jouissance, c'est aussi ce sacrifice que vous portez afin d'avoir des fruits raisonnables. Lorsque vous vous dites « je dois intervenir » ou bien « je dois contribuer en faisant ceci, en faisant cela dans la société », et donc sachez que vous aurez ensemble un fruit favorable. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais bien vous parler de ce thème qui était juste l'intelligence collective dans l'action. Le fait de réfléchir ensemble, le fait de vivre dans l'ensemble nous permet de très bien réfléchir sur des faits sociétaux et qui nous permettent aussi de pouvoir donner des bonnes résolutions pour notre développement durable. La jeunesse n'est pas seulement ce stand où nous venons, nous savons qu'il y a peut-être une manifestation et on se rend, on se réjouit, s'il y a à manger, on mange, on danse, on boit ensemble et puis par après on se sépare. Non, non. La jeunesse, c'est aussi, on définit la jeunesse aussi par ses actions. On définit la jeunesse aussi par ses engagements. Moi personnellement, quand j'ai commencé avec l'association, il y avait pas mal de gens qui me disaient « mais tu ne travailles pas encore, mais pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans cela? Tu ne fais pas, tu n'as pas encore les revenus, tu n'as pas. » Vous savez vous-même les découragements de nos frères et sœurs congolais. Et donc moi personnellement, quand j'ai commencé avec cette structure, je me souviens, j'étais encore élève. J'étais encore élève à l'époque et je n'avais rien. J'étais encore chez mes parents. Je n'avais rien, bon, même actuellement, il faut dire que je n'ai rien parce que nous continuons toujours à se battre. Mais comme je vous avais dit au départ, il suffit juste d'avoir le peu pour pouvoir aider l'autre. Et donc, il suffit juste d'avoir une bonne idée, enfin de l'exposer sur une même table et discuter ensemble pour un développement durable. Le fait aujourd'hui n'est pas seulement de pouvoir organiser des conférences, mais je voudrais à ce que chacun puisse ressortir de cette conférence au moins d'une idée et se dire, demain ou après-demain, je pourrais avoir quelque chose, une conception, que je pourrais aussi apporter dans le niveau sociologique, que je pourrais développer avec les autres pour un développement durable. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la conférence qui a été organisée aujourd'hui par la structure Lutte contre la discrimination, n'est pas seulement une simple conférence. Mais au-delà de ça, c'est aussi une manière de nous dire, sortons dans les rues, partons, nous utilisons les réseaux sociaux, allons dans nos différents quartiers, partout, que ce soit dans nos universités, dans nos écoles, dans nos institutions, dans nos milieux de service. Parlons de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Moi, j'ai aimé bien participer à cette conférence parce que ça m'a permis, au fait, de pouvoir éveiller la conscience d'une personne. Parce que dire, nous sommes dans une conférence, nous parlons d'un tel thème ou sujet, c'est bien. Mais après la conférence, qu'est-ce qui va se suivre? Il faudrait à ce qu'on puisse ressortir de cette conférence avec au moins une idée. On va se dire, oui, bien sûr, nous avons participé à une conférence. Et juste après la conférence, voici l'idée qu'on a pu avoir, que l'on devra discuter ensemble et que l'on devra mettre les dispositions possibles en place pourvu que nous puissions au moins avoir une solution. La solution ne peut pas seulement venir de notre gouvernement, la solution ne peut pas seulement venir de notre ministère, je ne sais pas, de tutelle. La solution ne va pas seulement venir de notre président de la République.
mais la solution peut aussi venir de nous. Et pour que la solution puisse ressortir de nous, il faudrait que nous puissions cultiver cette intelligence qui est collective, cette synergie qui nous permettra de pouvoir réfléchir sur des faits que nous pourrions avoir comme obstacles et nous pouvons par après trouver des solutions, parce que je sais que là où 2 ou 3 personnes qui réfléchissent sur un même point sont réunies, et donc il peut y avoir une solution. La solution n'est pas seulement aller dans des ministères, la solution n'est pas seulement faire appel à notre gouvernement, mais la solution peut aussi se ressortir de nous. Aujourd'hui, lorsque nous voulons nous rendre au gouvernement pour poser notre problème, aujourd'hui, si nous voulons que la voix des personnes vivant avec vulnérabilité puisse se faire entendre partout dans le monde, il faudrait premièrement à ce que nous puissions nous-mêmes d'abord avoir une solution, définir nos problèmes, dire on a tel problème dans la société des personnes vivant avec handicap. Et donc, après avoir défini ce problème, nous devons par après présenter nos solutions. Et c'est cette solution ou ces solutions, ça dépendra de combien de nombre nous aurons, que nous allons cette fois-là présenter auprès de notre gouvernement ou des personnes compétentes à pouvoir résoudre ce problème. Et donc, je pense qu'il ne serait pas important de dire ou d'organiser des conférences et dire nos problèmes, soit dire que nous devons avoir des droits, crier nos droits un peu partout, c'est bien, mais structurer ces droits, structurer ces problèmes et trouver des solutions à cela serait une bonne chose que nous devons faire afin de pouvoir n'est pas seulement organiser, pas seulement se limiter à l'organisation événementielle, mais que cela puisse au moins aller jusqu'à trouver une bonne solution. Et donc, je voudrais bien interpeller quelqu'un à pouvoir prendre conscience de ce qu'il veut faire réellement. Nous pouvons être dans une société où les personnes ne sont pas considérées, mais nous pouvons aussi vivre dans une société où nous pouvons créer la considération, afin d'imposer cette considération et pouvoir trouver une bonne solution quant à cela. Aujourd'hui, notre société congolaise est souvent, comme qui dirait, négligée. Mais réellement, la société congolaise n'est pas négligée parce que la société elle-même, la population qui constitue la société ne comprend pas, ne connaît pas encore quels sont ses droits réellement et qu'est-ce qu'il faudrait que cette population puisse faire afin de pouvoir trouver la solution à ce qu'ils appellent problème. Et donc, ensemble, je voudrais bien juste, pour chuter, nous pousser à réfléchir sur des faits qui nous sont préoccupants, des faits qui nous rongent actuellement, et de trouver des bonnes solutions. Et pour que nous trouvions des solutions aux faits qui nous sont préoccupants, il faudrait bien que nous puissions réfléchir ensemble, que nous puissions faire une table ronde afin de pouvoir trouver des solutions que nous pourrions proposer demain ou après-demain, afin de trouver une bonne solution une fois pour toutes dans notre société. Et enfin, je pense que nous ne pouvons plus vivre cette discrimination dont nous sommes en train de lutter. Ainsi donc, était mon intervention et je pense que je suis déjà à la fin. Je tenais à vous remercier pour votre... Je suis non-voyant des Monita et les thèmes qui m'a été confié ou donné, c'est bien l'importance du numérique dans les mondes des aveugles et de tous. Mais moi, je voudrais plutôt dire, à côté de ces thèmes, plutôt l'importance, le numérique comme levier de l'inclusion ou autonomisation des personnes non-voyantes dans la société. Alors, nous ne pourrons pas aller dans la décortication de notre thématique sans pouvoir parler du thème mondial de l'éducation pour cette année ou pour ces mois. Le thème dit ceci:
les pouvoirs de la jeunesse dans la co-création de l'éducation. Là, c'est les thèmes. Alors, ces thèmes soulignent que le rôle central des jeunes repose sur leur implication-participation dans la transformation des systèmes éducatifs et de définir leur propre avenir. Ce qui veut dire que les jeunes doivent d'abord être responsables ou l'acteur principal de son propre épanouissement. Là, c'est un. Alors, pour ce qui est du numérique, les numériques, aujourd'hui, qui s'imposent dans notre vie ou dans notre quotidien, touchent beaucoup de domaines. Mais nous nous focalisons sur ce qui est donc informatique et autres appareils intelligents. Numérique comme levier d'inclusion ou d'autonomisation des personnes handicapées visuelles dans la société. Beaucoup de rôles sont à souligner, mais je prends un qui me semble très majeur par rapport à ce que j'ai pu sélectionner. La plus grande ou grand rôle, c'est bien briser les barrières. La personne handicapée visuelle aujourd'hui se confronte ou fait face à des discriminations, telles que s'appelle d'ailleurs la structure lutte contre la discrimination. Il fait face à des discriminations parce qu'il ne voit pas, à cause de son état physique ou de son apparence. Comme on dit, l'apparence trompe, mais cet adage ne nous sert pas de leçon, malgré qu'on le dit quand même. L'apparence trompe. Mais on se fiche beaucoup, on se base beaucoup plus sur l'apparence, au lieu d'approcher ou de chercher à creuser sur la personne pour la connaître davantage. Aujourd'hui, le numérique rend la personne handicapée visuelle autonome, je dirais, à 95%. Si hier, l'écriture braille, qui est une écriture traditionnelle pour la personne non-voyante, qui remplace donc l'écriture noire, qui soit la deuxième après l'écriture utilisée par les stylos ou avec les stylos, aujourd'hui, la personne non-voyante dépasse ces volets, communique maintenant avec tout le monde sans barrière à l'aide des numériques, notamment l'informatique, qui est ordinateur, et puis l'utilisation des téléphones. Alors, avant, pour que non-voyants s'expriment à travers les signes conventionnés, qui est l'écriture, spécialement braille, il fallait qu'il écrive d'abord en son écriture. Mais aujourd'hui, l'informatique est venue changer la donne dans les quotidiens de la personne non-voyante. La personne non-voyante, en brisant les barrières, a bénéficiant de s'élever des barrières grâce à l'arrivée des numériques, est aujourd'hui capable de surfer sur les nets de façon autonome, d'utiliser l'ordinateur lui-même, pas un ordinateur spécial, pas un ordinateur conçu pour lui. Non, plutôt un ordinateur que tout le monde utilise. Les Windows avec l'AZERTY ou QWERTY, tout cela. Cela se passe comment? Parce qu'il ne voit pas. Comment faire? Cela se passe par ce que nous appelons les lecteurs d'écran. Parce qu'ils ne voient pas, alors qu'ils utilisent l'ordinateur ou les téléphones. Tout ce qui apparaît intelligent. Les lecteurs d'écran vocalisent tout ce qui s'affiche à l'écran, tel que les textes. Appuyez sur n'importe quel bouton de l'ordinateur, lui donne directement les caractères de ces boutons. Par exemple, vous appuyez sur A, vous entendez A.
Donc, ses oreilles remplacent automatiquement sa vision. Et à partir de là, nous ne pouvons plus dire que celui-ci est limité parce que si vous lui demandez de faire un travail, il le fera comme tout le monde. Un texte saisi et imprimé par la personne non-voyante ne donnera aucun indice que celui-ci a été saisi par une personne non-voyante. Tout le monde le lira de la même façon. Donc cela déjà, ça montre qu'une barrière est brisée déjà à ce niveau. Alors, deuxième point, du côté professionnel, du point de vue professionnel. Numérique comme levier d'inclusion professionnelle des personnes non-voyantes. En tant que telle, avant, la personne non-voyante faisait, bien qu'elle continue à faire face ou faire l'objet de cette discrimination perpétuelle, était avant de chercher ou de travailler quelque part, il faut qu'il soit avec un assistant à côté. Obligatoirement, soit on l'accepte au travail, soit on ne l'accepte pas. D'ailleurs, on ne l'acceptait pas aussi. Mais aujourd'hui, la personne non-voyante, la jeunesse, donc les jeunes non-voyants, arrivent comme tout le monde à utiliser l'ordinateur, c'est-à-dire à organiser ses travaux, à envoyer ses mails, à travailler sur le net, à expédier les courriels d'un coin à l'autre grâce à cela. Donc, aujourd'hui, la personne non-voyante ou la jeunesse qui se trouve dans la catégorie des non-voyants n'est plus à rejeter. Là, c'était comme ça, par rapport à notre explication. Maintenant, nous en appelons à l'attention de la jeunesse de façon collective. Vous qui êtes jeunes, vous qui êtes aujourd'hui devenus parents, responsables des autres jeunes, si à chaque fois que vous allez vous rencontrer avec une personne qui soit différente de vous par rapport à son apparence, ne pas les considérer comme, d'abord, à la première vue, ne pas les considérer comme étant incapables, d'abord l'accuser des mendiants, tout d'un coup, plutôt chercher à savoir à quoi est-ce qu'il est capable. Qu'est-ce qu'il peut faire, l'approcher. Lutte contre la discrimination, la structure organisatrice de cette activité aujourd'hui, qui est chapeautée par le président Jephté Boniama, est composée des jeunes qui ont appris l'informatique, qui aujourd'hui excellent dans ces domaines du numérique à travers les TikTok. Donc nous, en journalisme, nous appelons ça, nous l'appelons les nouveaux médias. Donc, dans ces nouveaux médias, ils sont présents et ils les font eux-mêmes sans assistance aucune. Par là, il n'est plus question, donc, de dire que voir, c'est perdre la vie. Comme les autres disent, une fois qu'on perd la vue, on est comme si un mort vivant. Ce sont des termes qui nous choquent, que nous entendons souvent sortir de nos semblables qui ne soient pas des personnes non-voyantes ou des personnes handicapées visuelles. Donc, là, c'est de façon collective. De façon particulière, toi jeune non-voyant, toi jeune aveugle, éloigne de toi l'esprit d'autodiscrimination. Parce qu'il y a aussi des jeunes qui s'autodiscriminent, qui se disent, moi déjà c'est fini, donc en tout cas, mon rôle, mon travail ici c'est de pleurer. Je vais pleurer tous les jours. Rassurez-vous que si vous passez votre temps à pleurer donc, à vous soucier de façon permanente, vous n'aurez aucune réponse. Je donne encore mon exemple. Je ne serai pas loin, je ne sais pas si cela a été dans les programmes. Je ne puiserai pas mon temps, peut-être il pourrait y avoir quelques préoccupations auxquelles nous pourrions répondre rapidement ici. Je donne mon exemple.
quand je me rendais encore à l'IFASIC, à l'époque, aujourd'hui Tunisique, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Je m'ai heurté. Mais cela ne me décourageait pas pour arrêter. Parce que les gens me disaient, Tambola Kanaba, tout et tout. Ok, de Wapi, ce que nous rencontrons au Canada. Mais je me dis, mais si je dois écouter ces gens seulement, ou me mettre à me fâcher, ça ne m'amènera nulle part. Moi, quand je marche seul en route, en tout cas, je me mets dans un état de très 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 gentillesse. Quand quelqu'un me parle de quelque chose de mal, en tout cas, je considère qu'il est ignorant et ne comprend pas ce qu'il dit. Et cela fait qu'aujourd'hui, je puisse avoir la maîtrise en journalisme et politique extérieure, donc dans les sciences de l'information et de la communication. Donc il faut se dépasser, il faut s'accepter comme tel. Vous êtes devenu dans cet état, ne dites pas que vous êtes devenu les crachats du monde. Non, que le monde vous considère ainsi, mais toi ne te fais pas considérer comme ça. Montre-toi capable et prouve de quoi tu es capable de faire. Et ce qu'on peut critiquer aujourd'hui sera ce qu'on pourra acclamer demain. Donc c'est en ce sens que je dis aujourd'hui le numérique. De manière que la personne non-voyante soit autonome à 95%, repérer les objets à ses côtés. Donc nous appelons ça les outils d'accessibilité. Repérer les objets, reconnaître les visages de quelqu'un à l'aide de ces numériques. Avant, on disait, si on est non-voyant, on écrit un message de secret. Un message secret, ça sera indiscret parce que quelqu'un lira à sa place et tout, pas de confidentialité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ne vous fiez pas ou ne nous fions pas à l'apparence. Fions-nous à ce qui est correct, à ce qui est, à ce qui fait de quelqu'un capable. Voilà. À des valeurs intrinsèques de chacun. Merci beaucoup. C'est bien John Ladjamba Marcel. Je pense que je n'ai pas épuisé mon temps. Si il peut y avoir quelques préoccupations avant que je me quitte cet endroit par rapport à notre thème, l'importance des numériques dans les mondes des aveugles et de tous, je suis disponible par rapport à cela. Maintenant là même, si quelques préoccupations, j'y répondrai. Puis l'exposé de l'un des intervenants, j'ai vite compris que cette structure bientôt va accomplir, bien va réaliser une année au mois de mars, si je ne me trompe pas. Alors, je ne sais pas quels sont les projets de cette structure, la lutte contre la discrimination. Je voudrais savoir quels vont avec handicap visuel. C'est-à-dire le problème, comment éradiquer cela? C'est comme nous avions dit, c'est la personne elle-même. Nous venons d'entendre tout à l'heure ce que nous dit notre ami, notre collègue, que les aveugles doivent se prendre en charge. C'est-à-dire, ils doivent nécessairement faire montre aux gens qu'ils sont capables de faire ceci ou de faire cela. C'est en sortant de ces carquois où ils étaient vraiment mis que non, vous ne pouvez rien faire. Mais actuellement, nous sommes en train de voir qu'ils sont en train de faire beaucoup de choses. Et ce sont eux-mêmes qui doivent être à la base de sortir de cette discrimination pour que les aveugles voient réellement et que le monde comprend que les aveugles sont disposés à faire beaucoup de choses. Si ils ne parlent pas, personne ne viendra parler à leur place. Ils doivent d'abord parler et ceux qui entendront ce qu'ils diront seront à mesure de dire non, il y a quelque chose qui est en train de se faire là-bas, allons-y. Prenons l'exemple de l'organisation de telles situations, de telles conférences. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Quand je suis entré dans cette salle pour dire non, de toute façon, il faut nécessairement soutenir ses enfants. Donc, il marque le premier pas
Et ceux qui entendent les bonnes volontés viendront le secourir pour qu'ils puissent aller de l'avant. Donc, pour que ces enfants sortent de cette discrimination, je l'ai dit, je suis avec eux pendant 40 ans, je connais la mentalité, je connais ce qu'ils sont réellement et je connais ce qu'ils ne veulent pas. Mais à l'heure qu'il est, en tout cas, les choses commencent déjà à changer. Je vous ai dit que nous avons connu un préfet là-haut, de mémoire, il était avec, mais à tout moment que le prophète était avec d'autres préfets, c'est lui seul qui prenait la parole pour dire que non, nous avons aussi tous les atouts. Donc lorsqu'ils parlent, ils expriment leurs difficultés, les bonnes volontés viendront le secourir pour que nous puissions mettre fin à cette discrimination des aveugles. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Nous devons conscientiser les familles qui ont des personnes en situation de handicap. Et à partir de là, nous montrons comment les personnes en situation de handicap peuvent également contribuer pour l'avancement de notre société. Au-delà de ça, nous les sensibilisons également pour les amener à comprendre quel rôle, en tout cas, ils peuvent jouer dans notre société. Parce que lorsqu'on ne sait pas plutôt quoi faire, c'est quand vous allez voir ceux qui se mettent dans la mendicité, ceux qui se donnent des pratiques, en tout cas croyants, qui ne peuvent pas faire grand-chose. Mais lorsqu'ils trouvent quand même qu'il y a ce genre d'activités qui se font, ce genre des conférences qui montrent en tout cas la valeur de la personne en situation de handicap. Comme vous le savez d'ailleurs, avec la structure, nous avons commencé une initiative, mais qui n'est pas encore aboutie avec notre grand frère Marcel Djonga, qui est d'ailleurs qui est parmi les intervenants, pour apprendre. Cette initiative, c'est pour apprendre les personnes non-voyantes au niveau de la province du Sud Kivu à utiliser la machine ordinateur. Parce que la plupart jusque-là ne savent pas. Et lorsqu'ils sauront qu'ils peuvent également travailler comme tout le monde, rédiger leurs travaux de mémoire, les travaux de fin de cycle, ils peuvent également comprendre que voilà, donc ils ne doivent pas toujours faire appel à d'autres personnes pour effectuer telle ou telle autre tâche. Alors, sur les différentes activités, nous commençons d'abord par la sensibilisation par toutes les voies possibles et nous montrons par des expériences bien évidemment palpables comment contribuer à l'avancement de notre société et comment elles peuvent également être utiles pour cette cause. C'est comme ça que nous comptons d'abord relancer. Vous savez qu'on a notre province en train de traverser des moments délicats actuellement. Nous attendons que toutes choses redeviennent à la normale et nous allons lancer ces différentes activités. Et au niveau national, il y a, je crois qu'elle n'a pas été informée bien avant, mais il y a la vice-présidente en charge des personnes vivant avec handicap au Conseil national de la jeunesse, Madame Briska, avec différentes activités que nous comptons mettre en place pour voir comment rendre autonome et conscientiser les personnes vivant avec handicap. Merci beaucoup. D'être un monde inclusif. Et nos activités que nous faisons de temps en temps est souvent basée sur la numérisation ou encore l'informatique adaptée. C'est là dans le souci de permettre aux personnes aveugles ou déficientes visuelles d'être en contact avec le monde ordinaire. Parce que nous avons une écriture qu'on appelle l'écriture braille, mais cette écriture n'est pas une écriture comme l'écriture ordinaire. C'est une écriture spéciale. Alors, pour créer une interface entre les personnes voyantes et les personnes non-voyantes, nous avons apporté ici au Congo l'informatique adaptée qui se pratique avec une machine ordinateur normale avec laquelle on va vocaliser juste la machine et la personne non-voyante, à l'aide
de raccourci pourra saisir. Il peut faire aussi sa saisie normalement et communiquer aussi à travers les différentes évolutions technologiques telles que les téléphones Android, les smartphones, les téléphones intelligents. Donc c'est dans ce sens-là que nous communiquons, que nous intervenons. Alors pour cadrer avec le thème de la journée, nous avons vraiment constaté que le monde est parfois ou souvent divisé. C'est-à-dire les personnes se choisissent entre eux et cela ne fait pas bien. Il y a un philosophe qui a souvent avait dit tout est changement, non pas pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Tout est changement, non pas pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Par là, je veux dire quoi? On ne veut pas changer le monde, on ne veut pas supprimer le monde actuel, mais on veut transformer le monde en un monde inclusif. Notre souci étant organisation, qui cadre avec l'organisation de la journée, c'est d'amener les gens à être ensemble, que chacun puisse faire sa partition, que chacun puisse jouer son rôle, que le monde ne soit plus divisé, le voyant entre eux, le non-voyant entre eux, ça, ce n'est pas bien. Alors, c'est dans ce sens-là que nous intervenons avec la nouvelle technologie, l'informatique adaptée, qui nous permet, un non-voyant qui peut écrire à une personne voyante. Vous voyez, il n'y a pas de barrières. Donc, il n'y a pas de barrières. Actuellement, les non-voyants sont capables aussi de travailler avec les autres personnes valides, dites valides, pardon, sont capables de travailler, sont capables de faire la rédaction des lettres, sont capables de concevoir des projets, sont capables de faire plusieurs choses ensemble avec les autres personnes. Parce que quand on va seul, on ne va pas loin. On va vite, mais pas loin. Mais quand on va ensemble, on va très loin parce que l'autre est fatigué, on peut faire ce qu'on appelle le travail en chaîne. C'est-à-dire, moi j'apporte ma pierre de construction, l'autre apporte le ciment, l'autre apporte le tôle, c'est comme ça que nous allons bâtir une maison. C'est dans ce sens-là. Raison pour laquelle les yeux, oui, les yeux est important, mais les yeux ne finissent pas tout. Parce que la tête réfléchit, et avec le cœur, on sait voir à l'aide de la nouvelle technologie. Merci. Un vrai merci pour cette organisation, pour la tenue de cette conférence très importante pour notre jeunesse, pour ce que nous devons faire ensemble avec toutes les structures des jeunes, bien évidemment. Et c'est comme ça que je suis en train, encore une fois, de vous réitérer les salutations du conseil, du président du Conseil national de la jeunesse, M. Claude Bouy, qui est en mission. Et participer à ce genre de conférence, j'aimerais que ça puisse encore beaucoup plus être médiatisé, parce que c'est lorsqu'on entend, lorsqu'on voit en tout cas ce qui s'est fait de manière palpable, c'est quand les gens se rendent compte que voilà, ils avaient juste des stéréotypes, mais en tout cas, ils n'ont pas leur place. Et c'est comme ça que nous serons en train de beaucoup plus rendre notre communauté plus meilleure. C'est avec notre participation, notre unité, comme l'a dit notre aîné, c'est avec notre unité que nous aurons maintenant de la force. Parce que lorsque nous nous mettons tous ensemble, nous savons que chacun a quand même ses capacités, il peut apporter quelque chose, et c'est ce qui peut nous amener à nous différencier et à nous rendre encore beaucoup plus meilleurs, comme je l'ai dit. C'est ainsi que je vous remercie en tout cas de l'invitation, de l'attention qui nous a été accordée, et nous espérons encore effectuer plusieurs grandes autres activités tous ensemble. Mesdames et messieurs, nous vous remercions. SBL, quand même mon avenir pour son intervention. Ainsi donc, nous libérons également le président. Nous-mêmes,
je pense, je ne sais pas s'il y a des gens qui représentent les gouvernements en CLE, mais nous avons déjà pas mal de projets pour qu'ensemble nous puissions vraiment faire du bruit afin que cette éducation inclusive dont on parle ne reste pas une matière vide. Parce que beaucoup de gens en parlent, on parle de l'éducation inclusive, mais jusqu'aujourd'hui, très peu d'écoles sont capables à pouvoir recevoir le jeune ou les enfants vivant avec handicap dans leur établissement. Pour ma part, je trouve que même l'idée de créer des écoles spécialisées est en quelque sorte discriminatoire. Parce que l'objectif même de l'éducation inclusive est de pouvoir créer de la place à des écoles dites ordinaires ou mixtes, vraiment à pouvoir créer de la place pour les personnes vivant avec handicap. J'ai deux exemples ici que je vais citer. C'est l'exemple d'un collaborateur à moi qui aujourd'hui vit en France, il s'appelle Israël Kabongo. Il a eu la chance d'être reçu dans une école ordinaire. Donc il a fait l'école ici en face Bosembo, si je ne me trompe pas. Et puis j'ai l'exemple de M. Hugo, qui a été très bien accueilli. Plusieurs fois, je l'ai rendu visite à son école, à l'école Fatima. Donc ici, l'idée, c'est que les personnes vivant avec handicap ne soient pas seulement limitées à des écoles spécialisées, parce qu'elles peuvent suivre les cursus normaux. Et voilà la raison pour laquelle nous parlons de l'éducation inclusive à ce jour. Bon, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Je crois que vous aurez encore des invitations dans un futur très proche où nous allons organiser des activités avec la présence de plusieurs figures qui pourront porter très haut notre voix et la voix de tout un chacun de nous. Je vous remercie. À propos de cette conférence, premièrement, j'aimerais m'appuyer sur le thème. Une place pour chacun, un avenir pour tous. Eh bien, on dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Mais cette jeunesse n'est peut-être l'avenir de demain si le futur est partiel. Il faut que le futur soit total. Et pour que le futur soit total, il faut qu'il y ait inclusion de tous. Donc, quand je parle de tous, je parle des personnes vivant avec handicap. Vous voyez un peu, parce que nous vivons dans un pays ou dans une société où on juge un livre par sa couverture avant de l'avoir lu. Et le livre n'est qu'une métaphore. Je parle bien de l'apparence. Donc on juge des personnes sur base des apparences, sur base des stéréotypes, chose contre quoi nous luttons afin d'assurer vraiment cet avenir de demain dans un sens très global et total. Mais on a vite remarqué que vous-même, les personnes non-voyantes, vous n'êtes pas dans l'unité. Vous dites ? On a vite remarqué, ça se dit que non, vous n'êtes pas dans l'unité, il n'y a pas la cohésion au sein de personnes vivant avec handicap. Vous savez, l'union ou la division se trouve partout, dans toute société. Même chez vous, les personnes voyantes, il y a l'union dans un sens, mais il y a la division dans un autre. Et étant des personnes non-voyantes, nous avons aussi une société. Nous pouvons être unis d'une part et divisés d'autre part. Un mot par rapport aux personnes non-voyantes qui sont encore dans la rue pour essayer de vous emboîter les pas. En tout cas, j'aimerais que ces personnes non-voyantes qui sont dans la rue puissent arrêter, afin de trouver quelque chose de mieux à faire. Parce que vous savez, la mendicité, certes, c'est une activité, mais celle qui suit notre dignité. J'aimerais qu'ils emboîtent les pas pour un monde meilleur, pour suivre l'exemple de ceux qui font des choses bien. Et voilà, ce serait bon pour notre avenir, pas seulement pour notre, mais pour eux aussi, qui autrefois, peut-être, lorsque la mendicité appartiendra au passé, cela ne restera qu'une histoire. Oh, voilà, nous étions mendiants hier et aujourd'hui, nous faisons ci, nous sommes dans telle affaire, nous sommes dans telle, donc nous luttons aujourd'hui parce que la mendicité est une chose qui fait en sorte que les personnes hautes ou les autorités ne puissent pas nous regarder d'un bon œil. Merci beaucoup. Ouais. L'activité pour retenir est une activité organisée
dans le cadre de la Journée mondiale de la protection de l'éducation célébrée chaque 24 janvier. Dans la structure lutte contre la discrimination, œuvrant à Kinshasa depuis 2025, nous avons pensé à organiser cette conférence qui a pour thème une place pour chacun, un avenir pour tous. Pourquoi avons-nous choisi ce thème? Parce que nous avons remarqué que malgré les lois, malgré tout ce qui est comme loi qui protège l'éducation de l'enfant, il n'y a pas vraiment une éducation inclusive et il n'y a pas une place pour chacun dans notre société. Nous étant des jeunes engagés à la sensibilisation sociale et à la promotion des personnes handicapées en général et non-voyants en particulier, nous avons pensé à organiser cette conférence pour faire voir le monde que chaque jeune peut avoir sa place selon ses capacités. Une personne non-voyante, une personne handicapée, je ne sais pas, moteur ou auditif, a sa place si la société la donne. Aussi longtemps que la société refuse d'ouvrir les portes, aussi longtemps la société ferme son cœur vis-à-vis de ces personnes, nous n'allons pas bâtir un Congo meilleur. Souvent, la société dit que notre jeunesse est une jeunesse maudite. Moi, je dirais que c'est non. C'est parce que nos prédécesseurs n'ont pas préparé l'avenir pour nous. Alors, nous étant que jeunes, nous avons eu la décision ou l'initiative de préparer notre avenir pour que le lendemain soit meilleur pour nous et pour les générations qui viendront. C'est un peu l'objectif de cette conférence. Donc, ramener la société à la conscience que toute personne a sa place dans la société congolaise. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette très belle question. L'objectif ou l'objet de l'activité d'aujourd'hui était vraiment celui de sensibiliser les jeunes sur l'importance de l'éducation, car chaque 24 janvier, le monde entier célèbre la journée internationale de l'éducation. Une journée qui met en valeur les droits fondamentaux de l'éducation. Alors, chaque enfant a droit à l'éducation. Alors, nous, en tant que structure lutte contre la discrimination, avons décidé de tenir une activité portant sur la protection de l'éducation avec comme thème une place pour chacun, un avenir pour tous, dans les buts de garantir une éducation de qualité, une éducation inclusive, une éducation sans distinction, raison pour laquelle nous avons tenu cette activité aujourd'hui au sein de la salle Perpétue. Oui, vous avez parlé de la lutte contre la discrimination. Vous en tant que quel jeune par rapport aux autres? Quel jeune par rapport aux autres, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous pouvez stipuler un peu votre réformulation des questions. Votre structure évoque quel genre de jeunes? Ah, très bien. Alors, nous, dans notre structure, nous regroupons tous les jeunes, sans distinction. Le moteur, les aveugles, les valides, donc nous regroupons toutes sortes de jeunes sans distinction. Un mot par rapport aux personnes non-voyantes qui sont encore dans la rue. Alors, un mot par rapport à ceux-là qui sont dans la rue. Prenez conscience, être en situation de handicap visuel n'est pas synonyme de mendier. Moi qui suis devant vous, je suis président de la structure lutte contre la discrimination. Je suis également non-voyant comme vous. Je ne suis pas riche, mais je suis en train de faire en sorte que je me retrouve. Je suis en train de plaider, je suis en train de défendre les droits humains afin de me retrouver prochainement. Alors, vous aussi, il ne faudra pas voir le handicap comme une barrière, comme une limite, mais il faudra le percevoir comme plutôt une force qui pourra changer le monde au futur. Qu'est-ce que vous voulez pour l'éducation des jeunes qui ont un handicap visuel? Alors je veux qu'ils aient une éducation vraiment de qualité, mais pour eux, j'aimerais premièrement qu'ils aient conscience, qu'ils soient consciencieux, qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire et ce que je peux demander aussi à l'État congolais. Pour avoir une éducation de qualité, il faudra aussi soutenir les jeunes en déficience visuelle et autres handicaps. L'État congolais devrait soutenir toutes ces catégories car il y a d'autres matériels que nous utilisons qui ne se vendent même pas ici. Il y a des matériels qui se trouvent là ailleurs. Alors l'État congolais devrait nous soutenir. Nous avons le tablette, les poinçons et nous avons besoin de papier Terfane, nous avons besoin de pincettes, nous avons besoin de plusieurs choses qui ne se vendent pas vraiment ici. Merci beaucoup. Vous qui? Nous, personnes non-voyantes. Vous qui? Personnes non-voyantes. Et
qu'est-ce que l'État peut faire pour, évidemment, vous avez cité, pour vos écoles et pour la mobilité, parce que vous avez du mal à prendre les transports quand vous venez à l'école. Et puis, c'est pas tout le monde qui a l'argent pour acheter les brailles. Comment vous faites en fait? Comment vous étudiez avec les brailles? Comment vous faites pour que l'État congolais puisse intervenir dans vos écoles, particulièrement comme à l'ENAM? Alors déjà, l'État bon, je peux dire que l'État nous a peut-être oubliés. Alors grâce aux efforts de parents et de nos autorités, nous parvenons quand même à avoir une éducation, mais avec beaucoup de difficultés. Alors sur ce, je demande vraiment à ce que l'État congolais puisse vraiment nous soutenir, car Nelson Mandela disait « L'éducation est une arme puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde ». Merci beaucoup. Beaucoup pensent qu'il faut créer une multinationale sociale pour être utile. Or, il commence par... Beaucoup pensent qu'il faut créer une multinationale sociale pour être utile. Or, il commence par... Donc, quand on parle d'un sujet que tu connais, il ne faut pas se plaire. Parle-moi. Parle, c'est très... On parle de beaucoup de crises. Des climats, économie. Le monde est complexe, mais l'action est antidote. L'avenir, ça se prépare. Il ne faut pas attendre quelque chose parce que tu te dis que et maintenant, là, je suis ministre de... Je suis un tel, je suis... Ça se prépare maintenant. Il faut aussi développer des compétences pour soi. S'engager, c'est apprendre à gérer un projet. On vous donne un projet. Vous devez gérer ça. Si vous n'arrivez pas à gérer un projet, comment vous allez vous engager? Il faut gérer un projet. Il faut